Bon, ben c'est parti. Alors, le sujet, donc, c'est Marcel Proust et l'Action française. Alors, c'est un sujet qui est à la fois connu et méconnu. Connu parce que je suppose que vous avez tous collé des autocollants sur la cure d'altitude mentale. Donc, en général, tout le monde connaît ça, la fameuse formule de Proust qui donc désigne sa lecture de l'Action française quotidienne. En général, bon, voilà, quand on ne s'est pas intéressé de plus près à la question, on connaît au moins ça. Hein, voilà. Alors après, il faut se demander d'où ça vient. C'est un peu l'objet de mon propos. Et donc, je dirais méconnu, voilà, parce que il y a quand même des petits détails. Alors parfois, on connaît aussi la question de l'attribution du prix Goncourt en 1919 et le rôle de Léon Daudet. Mais il se trouve qu'il y a aussi un aspect intéressant de la relation Proust-Maurras. Il n'y a pas seulement la relation Proust-Daudet. Donc voilà, c'est une raison peut-être supplémentaire de progresser un petit peu dans la connaissance de ce sujet, de ne pas en rester seulement à la surface. Alors je vais traiter le sujet en deux temps. D'abord, ça va être le sujet proprement dit, disons dans le sens le plus étroit du terme, vraiment les relations de Marcel Proust avec l'Action française, avec trois sous-parties. D'abord, Maurras, découvreur de Proust, parce que Maurras a découvert Proust avant Léon Daudet. Ensuite, une deuxième sous-partie donc dans ce grand 1 qui sera Daudet, cette fois, ça c'est plus connu, découvreur de Proust. Et enfin, parce que la réciproque est vraie, Proust, lecteur de l'AF et également de Maurras et Daudet. Et Bainville d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour la première partie qui correspond très exactement au sujet annoncé. Bon, mais cela dit, vous allez voir, on va quand même en faire assez vite le tour. Alors je me suis dit, est-ce que je peux me limiter à ça? C'est un peu dommage. Non, il m'a semblé qu'on pouvait aussi se demander quel était l'intérêt, quelle pouvait être l'importance d'une lecture de Proust pour nous aujourd'hui. Ce sera ma deuxième grande partie. Voilà. Et dans cette deuxième grande partie, donc, on verra d'abord Proust, monument littéraire. Et voilà, on verra ça à travers des extraits. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire. Hein. Donc, j'ai pris 3 courts extraits de l'incipit de La recherche du temps perdu, enfin, plus précisément l'incipit du premier volume, c'est-à-dire du côté de chez Swann. Ensuite, Proust, monument national, ce sera deuxième sous-partie, avec le passage que peut-être certains connaissent, qui est le Porche de Saint-André-des-Champs, qui se trouve lui aussi dans le premier tome de la recherche, qui est du côté de chez Swann, plus précisément la partie 1 Combray, donc, et qui manifeste ce qu'on peut appeler le thème de la francité chez Proust. C'est un thème assez important. Et enfin, on verra Proust, auteur spirituel. Là, on s'intéressera vraiment à l'essentiel de la recherche, c'est-à-dire cette question de la quête de l'éternité à travers l'expérience de la réminiscence qui va au-delà du souvenir et qui est un peu une tentative d'abolir le temps par la littérature et qui fait l'originalité, la grandeur, la spécificité de Proust et l'importance de son œuvre. Et ça, ce sera à travers l'extrait célébrissime qui se trouve toujours dans Du côté de chez Swann. Bon, j'aurais pu aller un peu plus loin dans la recherche, mais bon, tout est déjà dans le début, hein, finalement. Et qui est bien sûr le célébrissime passage de la Madeleine. Bien, voilà. Alors, concernant donc le sujet au sens le plus étroit du terme, les relations de Proust et de l'AF. Alors, tout commence, on peut dire, en 1896. Donc en fait, Maurras et Proust sont de la même génération. Alors on a toujours cette image de Proust comme un homme relativement jeune et puis Maurras comme un vieillard solennel. Hein. Bon, simplement parce que Proust est mort jeune, hein, voilà. Il est mort dans les années 20 et Maurras est mort bien sûr dans les années 50. Donc c'est ce qui fait cette différence de perception. Mais en réalité, ils ont 3 ans d'écart. Hein. Donc Proust est effectivement un peu plus jeune que Maurras, mais à peine. Hein. Ils vont se côtoyer en fait dans la période. Alors c'est plus la période de formation de Maurras. Hein, à partir donc 1896, vous voyez, c'est
Ça vous parle, j'imagine. Hein, c'est le voyage à Athènes. Donc si vous voulez, c'est le moment où Maurras devient monarchiste. Donc la période de formation est terminée. C'est la période, disons, de l'affirmation plutôt de Maurras, et en particulier de son affirmation comme critique littéraire. Il écrit beaucoup de critiques littéraires à cette époque, notamment dans la prestigieuse revue encyclopédique Larousse. Et c'est dans cette revue encyclopédique Larousse qu'il va faire paraître, donc, en 1896, à l'occasion de la parution du premier livre de Marcel Proust, qui est Les plaisirs et les jours, qui est un recueil de poésie essentiellement. Il va faire paraître donc un article très élogieux, dont Proust se souviendra toute sa vie. Il y a des lettres dans la correspondance entre Proust et Maurras, des lettres de la fin de la vie de Proust, au début des années 20, donc, où Proust continue de manifester une reconnaissance à Maurras donc, pour cet article de 1896, qui a un petit peu été une première reconnaissance littéraire pour Proust. Donc voilà. Et on peut dire aussi, concernant cette période, qu'ils fréquentaient tous les deux, ils se côtoyaient, ils se connaissaient, ils fréquentaient notamment le salon de Madame de Cavaillé. Donc Madame de Cavaillé, c'est le modèle, pour ceux qui ont lu La Recherche, un peu de Madame Verdurin, donc qui est un des personnages centraux de La Recherche. C'est-à-dire, vous savez, vous avez La Recherche se passe entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Donc on est dans les salons parisiens. Alors vous avez le salon des Guermantes, qui c'est vraiment l'aristocratie, c'est le boulevard Saint-Germain. Et puis vous avez la bourgeoisie cultivée, même très cultivée, puisque Mme Verdurin connaît bien la peinture, la musique, etc., s'intéresse à tout. Et donc c'est le salon Verdurin. Et donc on peut dire que quelque part, même de Cavaillé a inspiré un peu le personnage de Mme Verdurin. Mme Verdurin qui termine princesse de Guermantes. Pour le coup, il y a une sorte de renversement à la fin par un remariage. Elle passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'ailleurs? Peut-être Madame de Cavaillé, ça je l'ai pas lu dans les petites recherches que j'ai faites, mais ça m'est venu à l'esprit quand même, parce que je crois qu'elle dessinait beaucoup, elle dessinait des fleurs notamment. Donc ça fait penser à Madame de Villeparisis, qui est un autre personnage de La Recherche, qui est une cousine de la duchesse de Guermantes et qui dessine également des fleurs. Voilà. Donc un personnage de La Recherche, donc comme c'est tous les personnages ces personnages de cette époque, à l'époque où Maurras et Proust se fréquentaient dans les salons, se retrouvent dans La Recherche. Vous savez, vous avez par exemple Montesquieu, qui est en fait le baron de Charlus, voilà, dans La Recherche. Donc voilà, il y avait une proximité comme ça, et surtout cet article de la revue encyclopédique Larousse. Alors, c'est notamment, il n'est pas le seul, mais enfin Stéphane Giocanti en parle dans son Maurras, Le chaos et l'ordre, sa biographie de Maurras chez Flammarion. Je ne sais pas si je vous fais une lecture, je crois que c'est pas nécessaire en fait. Je pense que j'ai résumé la chose. Ça risquerait de ralentir un peu, on fera surtout des lectures ensuite. Voilà pour ce premier temps. Alors ensuite, vous avez bien sûr la relation de Proust avec les Daudet, et en particulier avec Léon Daudet, et donc la fameuse séance de l'Académie Goncourt, que je retrouve la date, c'est 1919 bien sûr, mais la date exacte, qui est donc... qu'est-ce que j'en ai fait? Ben voilà. Tant pis, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Si, c'est le 10 décembre 1919. Voilà, le 10 décembre 1919, la date exacte donc de l'élection, donc du choix de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui est donc le deuxième tome de La recherche du temps perdu, comme prix Goncourt. Alors vous savez, c'était pas gagné pour Proust parce que pendant toute la guerre, le prix Goncourt a été attribué à des romans de guerre, et si possible à des romans de combattants, écrits par des combattants. Et au moment en 1919, bon, la guerre était finie, surtout que là on est en décembre 1919, mais
On était encore dans cet état d'esprit. Et en plus, il avait face à lui, notamment Dorgelès, Les Croix de Bois, donc un roman, encore un roman sur la guerre. Et on aurait pu penser que Léon Daudet, nationaliste, allait plutôt faire ce choix. Et donc, pour des raisons purement littéraires, donc Daudet va plutôt faire le choix de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors, vous voyez, ça, c'est un livre que j'ai avec moi là, qui est un bon livre de synthèse sur Proust, tout à fait connu, aux belles lettres, le grand livre de Proust. Et vous voyez, pour le chapitre sur le prix Goncourt, qu'est-ce que vous avez en illustration? Bah voilà, vous avez, si vous voyez, vous avez l'Action française, donc du lendemain, la une, du lendemain de l'attribution du prix, voilà, avec un article donc dans les deux colonnes de gauche de Léon Daudet, donc un nouveau et puissant romancier, Marcel Proust. Alors évidemment, il y a, vous allez voir, je vais vous lire un petit peu là un extrait de ce livre, qui est une sorte de récit un peu romancé de la délibération du jury. Mais bon, il faut savoir aussi que que Proust et les Daudet, c'est une longue histoire, puisque Marcel Proust fréquentait la famille Daudet. Donc il était un habitué des Daudet en général, donc il connaissait toute la famille. Il était notamment assez proche de Lucien Daudet, voilà, qui a eu des relations très, très étroites avec lui, disons, qui était le frère de Léon. Voilà. Donc Lucien Daudet, pas très connu finalement, mais qui est intéressant, qui a écrit des livres intéressants d'histoire notamment, puis qui était un peu on pourrait dire l'homme de confiance de l'impératrice Eugénie. C'est curieux que ça puisse paraître. C'est que l'impératrice Eugénie est morte très tard, elle est morte en 1921. Et Lucien Daudet a été son biographe et était vraiment un de ses familiers. Bref, et il était un ami très intime de Proust. Voilà, un peu comme Reynaldo Hahn, le compositeur, qui lui aussi d'ailleurs était un familier des Daudet. Voilà. Alors, je vous lis quelques passages que je trouve ça assez amusant de ce livre qui nous raconte l'élection de Proust pour le prix Goncourt 1919. L'usage pourtant, aussi nouveau pour moi, me parut plus intelligible quand je vis tous les convives masculins s'emparer d'un œillet semblable qui accompagnait leur couvert et l'introduire dans la boutonnière de leur redingote. Je fis comme eux avec cet air naturel d'un libre penseur dans une église, lequel ne connaît pas la messe, mais se lève quand tout le monde s'est mis à genoux. Un autre usage inconnu et moins éphémère me déplut davantage. De l'autre côté de mon assiette, il y en avait une plus petite, remplie d'une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar. J'étais ignorant de ce qu'il allait en faire, mais résolu à ne pas en manger. Ça suffit comme cela, nous sommes tous, je crois, censés avoir lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs, dit Léon Hénique, tout empourpré. Je voulais juste vous rafraîchir l'esprit. Une lecture vaut toutes les discussions. Je remarque qu'aujourd'hui, nous ne mangerons pas de caviar. Léon Daudet se voulait à la fois perspicace et caustique, comme à son habitude. Pendant ce temps, Jean Ajalbert, le successeur depuis 1917 au 3e couvert d'Octave Mirbeau, demandait discrètement au sommelier qui venait d'entrer dans la salle à manger, en fausse boiserie 18e, si le Champigny 1911 était une bonne année. Il ne voulait pas gâcher la pintade poêlée qu'il s'apprêtait à attaquer. En face de lui, Émile Bergerat, 7e couvert, celui de Paul Marguerite, le dernier venu au grenier Goncourt, selon le mot de Léon Daudet, les yeux vifs sous une chevelure blanche, ne cessait de triturer sa serviette comme s'il s'impatientait. « Mon cher Léon, vous vous attendrissez sur un roman pour duchesse et pour concierge. On ne sait plus, d'ailleurs, entonna Léon Hénique, qu'on connaissait plus distant. Vous nous aviez habitués à un meilleur goût que celui-ci, permettez-moi de vous le dire. Le Goncourt n'est pas un prix de charité, que diable. Mon pauvre Hénique, vous avez beau être l'exécuteur testamentaire d'Edmond de Goncourt, je ne vois pas ce qui vous pousse à être d'une telle mauvaise foi, renchérit un Daudet affamé. Dites-nous plutôt les vraies raisons de votre opposition au roman de Marcel Proust. Bon, etc. Je ne vais pas vous lire toute la délibération, mais voilà, donc c'est assez amusant si vous avez la curiosité de vous y reporter. Donc, le grand livre de Proust, aux belles lettres, vous avez donc tout un chapitre qui raconte comment Daudet défend avec beaucoup de vigueur, de conviction, l'attribution du prix à Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et enfin, donc, toujours dans notre sujet au sens le plus étroit du terme,
je vais pas parler que de la fameuse citation sur la cure d'altitude mentale, mais enfin, le fait que Proust était un lecteur de la F et un lecteur également de Maurras et Daudet, ainsi que Bainville. Alors ça, vous l'avez par exemple dans le livre de Giocanti aussi, vous l'avez dans d'autres ouvrages bien sûr, mais bon, je trouve que ça s'est bien résumé par Giocanti. Donc il parle notamment de ce fameux texte. Alors ce fameux texte, je vais quand même vous le lire en entier, même si vous le connaissez sans doute. Et puis on verra ce que c'est, parce que c'est assez difficile à comprendre d'où vient ce texte en fait. C'est-à-dire que si vous avez peut-être fait l'expérience, moi je l'avais faite, vous achetez un exemplaire du Contre Sainte-Beuve, très célèbre essai de Proust, de critique littéraire qui est très connu des étudiants de lettres parce qu'on le lit systématiquement, puisque c'est un peu une charnière entre l'ancienne critique littéraire qui consistait à aborder les auteurs par leur biographie, et puis la nouvelle qui va beaucoup plus privilégier la stylistique. Voilà. Et Proust est un ardent défenseur donc de l'étude du style, de l'étude de l'écriture, et donc il tient à distinguer, c'est très connu ça, l'auteur de l'œuvre. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est que Sainte-Beuve était un maître pour Maurras. Bon, mais le livre de Proust est tourné contre Sainte-Beuve, puisque les causeries littéraires de Sainte-Beuve sont essentiellement basées sur la biographie. Et donc Proust se démarque de ça. Et souvent, on nous dit que la fameuse citation sur la lecture de l'Action française quotidienne est dans le Contre Sainte-Beuve. En fait, c'est un peu plus compliqué. C'est un article que Proust avait donné, je crois, pour la Revue universelle, et que Bainville, le texte était tiré en fait d'un article que Proust avait donné pour la Revue universelle, que Bainville n'avait pas voulu parce qu'il était trop élogieux pour lui. Donc il trouvait que c'était un peu déplacé de publier dans sa propre revue un article où on faisait son éloge de manière aussi marquée. Donc il avait dit non quand même, je ne peux pas le publier. Alors ça ne parlait pas que de Bainville, ça parlait aussi de Léon Daudet. D'ailleurs le titre de l'article est relatif plutôt à Léon Daudet. Proust voulait le mettre justement dans le Contre Sainte-Beuve. Et puis finalement il ne l'a pas mis. Donc vous ne le trouverez pas en fait dans le Contre Sainte-Beuve. Donc vous le trouverez où ? Ben, vous le trouverez dans le volume d'essais au pluriel de Proust à la Pléiade, dans les articles non publiés. Donc vous allez avoir le Contre Sainte-Beuve, et puis d'autres essais de Proust, et des articles non publiés, notamment celui-là, où vous avez ces lignes que vous connaissez tous, j'imagine, soit au moins en partie. Alors, je vais essayer de retrouver le passage. Voilà, en 1921, il propose un article à la Revue universelle que Bainville refuse car trop élogieux pour lui, etc., etc. Alors, voilà la suite. Alors là, ça parle ensuite, il est question de Léon Daudet, et je crois que le texte est là. Voilà, c'est là. Alors, il parle donc de sa lecture du quotidien, de l'Action française quotidienne. La polémique contre les Dreyfusards, poursuit-il, me donne souvent comme les premières atteintes d'une maladie de cœur. Alors, il faut quand même dire ça, parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai. La principale opposition entre Proust et la F, c'est l'affaire Dreyfus, bien sûr, puisque Proust est Dreyfusard. Voilà. Alors, pas seulement parce qu'il est juif, c'est pas seulement ça. Vous aviez des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards à peu près dans tous les milieux, mais voilà, il était Dreyfusard. Donc ça, c'était un point de désaccord. Donc, la polémique contre les Dreyfusards me donne souvent comme les premières atteintes d'une maladie de cœur. Mais, dans quel autre journal le portique est-il décoré à fresque par Saint-Simon lui-même ? J'entends par là Léon Daudet. Plus loin, vertical, unique en son cristal infrangible, me conduit infailliblement à travers le désert de la politique extérieure, la colonne lumineuse de Bainville. Que Maurras, qui semble détenir aujourd'hui le record de la hauteur, donne sur Lamartine une indication générale, et c'est pour nous mieux qu'une promenade en avion, c'est une cure d'altitude mentale. Voilà, bon. Donc ça, vous connaissez ce passage. Donc effectivement, ça, on en a d'autres témoignages, Giocanti en parle, il donne les sources. Proust était un lecteur quotidien, en fait. Il y a d'autres citations que je pourrais faire,
où il dit, il note comme ça dans son journal, dans ses notes, qu'il a lu, il a lu dans l'Action française du jour. Voilà, ça revient fréquemment. Hein, donc il était un lecteur vraiment régulier, hein, quotidien, on peut dire, du journal de l'Action française. Alors, il était également un lecteur des œuvres, donc des auteurs principaux de l'AF. Donc, j'ai dit qu'il appréciait particulièrement Bainville, Daudet, bien entendu, et Maurras. Et en particulier, dans la correspondance, on trouve des références fréquentes au Chemin de Paradis. Vous savez, le recueil de contes de Maurras, donc que Proust a lu très tôt, donc quand c'est paru pour la première fois, donc à l'époque de leur jeunesse respective, et également Antinéa. Donc on a des références assez fréquentes à ces œuvres, donc dans la correspondance ou dans les notes de Proust. Voilà, là c'est pareil, je pourrais vous lire aussi le détail pour vous montrer que Proust était un lecteur précis, hein, intéressé, ce n'était pas une lecture superficielle du Chemin de Paradis par exemple, mais je pense que là aussi ça nous rallongerait inutilement le propos. Voilà, donc vous voyez un petit peu, on peut dire déjà comme ça, sur le sujet au sens le plus étroit du terme, des rapports de Maurras, de Daudet, de Bainville et de l'Action française avec Marcel Proust. Alors, maintenant, on peut passer à la deuxième partie et donc s'intéresser à Proust et à sa lecture pour nous aujourd'hui. Alors, donc, je vais commencer par l'incipit de la recherche. Alors, j'ai fait 3, parce que c'est très long, hein, bon, l'œuvre est longue, mais l'incipit est long aussi, hein, il n'est pas vraiment très très long. C'est difficile de le couper. Alors, j'ai fait quelques coupes. Je pense même que je ne vous lirai pas tout ce que j'ai prévu de vous lire, parce que sinon on va y passer 1 heure. Je vais faire des coupes dans mes coupes, tant pis. Alors, c'est parti. Je vous lis quelques extraits pour vous montrer à quel point c'est génial, en fait. Alors, je sais pas qui a lu, parce que voilà, c'est un cercle. Hein, qui a lu La Recherche, ou au moins du côté de chez Swann. Parce que parfois, on lit du côté de chez Swann, et puis La Lampe des jeunes filles en fleurs, parce que c'est vrai que c'est assez facile à lire. Là, il y a plein d'anecdotes. Et puis, Le temps retrouvé. Parfois, on lit pas Sodome et Gomorrhe, Albertine disparue, le côté de Guermantes, etc. Et surtout le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, etc., où c'est dans le monde, hein, vous avez les récits de salons, de soirées interminables, et puis ça enchaîne sur d'autres soirées, etc., etc. Donc c'est vrai, mais du côté de chez Swann, en particulier un amour de Swann, qui est le milieu, hein, du côté de chez Swann, à Combray déjà, qui est la vie, l'enfance, hein, du narrateur à la campagne, un amour de Swann, qui est un roman en soi un peu autonome, où vous avez une sorte de roman psychologique, hein, sur un personnage qui n'est pas le narrateur, donc, qui est Swann, un des personnages principaux, un des personnages récurrents. Et puis, À l'ombre des jeunes filles en fleurs et Le temps retrouvé, ça en général, c'est, voilà, je dirais, ça fait partie des lectures, sans être obsédé par Proust, il me semble qu'il faut avoir lu ça. Quand même. Et donc, non mais, ouais, hein, du côté de chez Swann, voilà. Et aussi, du côté de chez Swann, tout à recherche. Ah oui, pareil. Ah, étudier une typique, voilà. Mais donc, toute la recherche. Bon, ben, bravo. Hein. Donc, on a un lecteur des 3000 pages, hein, voilà, de l'ensemble du roman. Voilà. Et puis, sinon, du côté de chez Swann, c'est vrai que ça, c'est la lecture. C'est disparate déjà en soi. Hein, c'est des choses très différentes qui sont du côté de chez Swann. Et les poèmes, d'accord. Voilà. Alors, donc, bah, c'est pas mal finalement. Enfin, c'est pas mal. Je regrette hein, que vous n'ayez pas tous lu Proust, mais au moins, quand je vais lire des passages hyper connus, je vais pas avoir l'impression comme ça que vous allez vous ennuyer en vous disant ouais, mais ça on connaît, c'est bon. Voilà. Bon, bah au moins. Donc peut-être que certains n'ont pas entendu cette fameuse phrase « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Donc ça, c'est la première phrase de la recherche. « Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier.
Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir intelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte, où le voyageur se hâte vers la station prochaine, et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère, qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Déjà, vous voyez, dès le premier paragraphe, vous avez un... Bon, c'est vraiment très caractéristique parce que, et ça va durer comme ça sur plusieurs pages, vous avez quelque chose de... un petit fait ordinaire, finalement, de la vie quotidienne, qui est le réveil, hein, le moment du réveil. Enfin, c'est même le réveil nocturne, hein, c'est pas tout à fait le vrai réveil. On vient de s'endormir, on se réveille, etc. On ne sait plus vraiment où on est, dans quel lieu, dans quelle pièce, à quelle époque de sa vie. Le souvenir se mélange au présent, les lectures qu'on vient de faire se mélangent aussi à l'expérience personnelle. Il y a une sorte enfin, l'identité même du sujet devient un peu floue. Hein. Et ça, c'est, je vais peut-être encore lire un passage un peu plus loin, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est vraiment, vous savez, c'est comme dans une symphonie. Hein, vous avez le premier mouvement hein, qui est toujours qui résume un peu l'œuvre. Hein. Et là, c'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'assez génial dans l'incipit de la recherche, c'est que vous avez comme ça le narrateur qui se trouve quelque part, qui ouvre les yeux et qui finalement, à un moment d'hésitation, finalement je crois que je ne dirai pas la suite, je vous le résume, mais est-ce qu'il est à Venise? Est-ce qu'il est à Balbec? Balbec, c'est la station balnéaire où il allait en vacances avec sa grand-mère. Bon, c'est plus ou moins Deauville. Hein. Est-ce qu'il est à Venise? Donc, est-ce qu'il est à Balbec? Est-ce qu'il est à Combray? Donc, Combray, c'est Illiers, hein, Illiers qui était le village de la famille paternelle de Proust, puisque on dit Proust est juif, mais en fait il est juif par sa mère, hein, et par son père, donc c'est plutôt quelqu'un qui vient de la France profonde. Hein. D'ailleurs, c'est le sujet un peu de Combray. Donc voilà, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est à Combray? Est-ce qu'il est à Balbec? Dans cette station un peu chic de bord de mer? Est-ce qu'il est à Venise? Est-ce qu'il est chez Madame de Saint-Loup, donc la femme de son meilleur ami, qui est aussi son ancienne maîtresse? Voilà, le narrateur comme ça est flottant, et donc on a finalement tous les lieux possibles qu'on va rencontrer dans le roman, qui sont là, rassemblés dans ce moment du réveil. Vous voyez, c'est assez fort, parce que c'est comme si vous aviez toutes les 3000 pages qui étaient là déjà, présentes un petit peu, puisque le narrateur ne sait pas vraiment s'il est, on pourrait presque dire, au début du roman, au milieu, à la fin, vous voyez. Donc, tout pourrait commencer à un autre moment, finalement, du livre. Hein. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et en plus, vous avez déjà, vous voyez, il parle de métempsychose, hein, vous avez déjà ce sujet principal, ce thème principal, qui est la mémoire, le rapport au temps. Hein. Tout ça est déjà contenu dans cet incipit. Donc, voilà, j'avais prévu d'autres extraits de l'incipit, mais finalement, ça suffit ça, pour vous voyez un petit peu le talent un peu du narrateur qu'est Proust. Alors ensuite, alors là, cette fois, je vais pas moins me limiter, je vais un peu plus lire ce que j'avais prévu. C'est le fameux passage du porche de Saint-André-des-Champs. Alors, on est un peu plus loin. Comment vous expliquer le schéma du début? En fait, donc vous avez ce réveil là.
Alors le réveil, c'est un prélude. Alors c'est un prélude à tout, comme je viens de vous l'expliquer, mais c'est un prélude aussi à un épisode particulier qui est ce que les Proustiens appellent le drame du coucher, hein. Puisque là, finalement, dans toutes les portes qui pourraient s'ouvrir au moment du réveil, c'est la porte de l'enfance qui est choisie. Et donc, on retrouve le narrateur enfant, hein, au moment où eh bien, il vit ce petit drame enfantin qui est que sa mère ne vient pas le voir, ne vient pas l'embrasser avant de s'endormir parce qu'il y a des invités, et notamment il y a ce fameux monsieur Swann, qui sera un personnage important par la suite, qui est là, donc voilà, donc on oublie un peu l'enfant et on s'occupe de l'invité. Et donc voilà, il raconte ce drame un petit peu enfantin qui est celui de sa mère qui ne vient pas le voir. Alors, il utilise des tas de stratégies pour la faire venir, et la bonne Françoise, etc., qu'il envoie avec un message un peu mélodramatique pour lui dire à sa mère qu'il a besoin d'elle, que c'est très important, bon, etc. Donc vous avez ce petit passage. Et puis ensuite, on saute à la Madeleine, hein, c'est-à-dire parce que on passe du drame du coucher à des années plus tard le narrateur qui est avec sa mère à Paris. Et parce que, vous voyez, le souvenir du drame du coucher, c'était qu'un souvenir. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça n'était qu'un souvenir. On retrouve le narrateur quelques pages après, à Paris, des années plus tard, et là, il est reçu chez sa mère, et il boit, vous savez, il boit une tasse de thé, il trempe une madeleine, et c'est la fameuse madeleine de Proust. Là, pour le coup, même quand on ne connaît rien à Proust, on connaît ça. Donc la madeleine, et en goûtant la madeleine, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il revient à Combray une deuxième fois, mais ça n'est plus par le souvenir comme la première fois. Cette fois-ci, c'est la sensation qui ressuscite carrément les lieux, les odeurs, la vie même, hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment la sensation de revivre cette époque, et pas seulement d'y penser. Et là, ensuite, vous avez vraiment le point de départ d'un long récit qui va être le récit de la vie de la famille du narrateur quand ils vont en vacances, donc chez la tante Léonie, donc à Combray. Et ça, c'est le sujet du premier livre, de la première partie du côté de chez Swann, Combray. Et là, vous avez vous savez, ça va donner ça donne le titre de deux des livres du cycle de la recherche du temps perdu. Vous avez deux directions de promenade, en fait, pour la famille, quand ils sont chez la tante Léonie à Combray. Deux directions de promenade, deux promenades possibles. Vous avez du côté de chez Swann, donc, qui va être le titre du premier volume, et puis vous avez du côté de Guermantes, le côté de Guermantes, qui est l'autre direction qu'on peut prendre donc pour les promenades. Alors du côté de chez Swann, parce qu'on passe devant la propriété de Swann, donc dont on a déjà parlé, et le côté de Guermantes, parce que si on continuait, alors évidemment ils ne vont jamais aussi loin, mais si on continuait le chemin jusqu'au bout, on arriverait au château des Guermantes, donc cette grande famille aristocratique qui va elle aussi jouer un rôle important, puisque le narrateur va notamment être amoureux de la duchesse de Guermantes, donc, qui est la châtelaine. Mais bien plus tard, quand il sera à Paris. Même s'il la voit déjà à l'église de Combray, c'est la première fois qu'il est fasciné. En fait, il se force à être fasciné. Parce que justement, en la voyant, il ne la trouve pas fascinante, contrairement à ce qu'il s'était imaginé. Mais il va s'efforcer d'être fasciné tout de même. Bon, bref. Donc voilà, ça. Et donc, sur un de ces chemins, donc dans une de ces directions, eh bien, alors je crois que c'est le côté de Guermantes, hein, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, le côté de Méséglise, qu'il appelle aussi le côté de Méséglise, je crois que c'est le côté de Guermantes, c'est pas le côté de chez Swann. Pas absolument sûr, mais. Bref, c'est un des deux côtés. Eh bien, vous avez une petite église, donc, qui est l'église Saint-André-des-Champs. Et donc, le narrateur, enfin la famille du narrateur et le narrateur, souvent s'y abritent quand il pleut. Ils viennent s'abriter sous le porche. Voilà. Et donc, voilà le passage. Alors, je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Souvent aussi, nous allions nous abriter pêle-mêle avec les saints et les patriarches de Pierre sous le porche de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française. Au-dessus de la porte, les saints, les rois chevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de funérailles, étaient représentés comme ils pouvaient l'être dans l'âme de Françoise. Alors, je vous rappelle, Françoise, c'est la bonne, hein, de tante Léonie, et ce sera ensuite celle de la famille, parce qu'ils vont la prendre avec eux à Paris. Le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes
relative à Aristote et à Virgile, de la même façon que Françoise, à la cuisine, parlait volontiers de Saint-Louis, comme si elle l'avait personnellement connu, et généralement pour faire honte par la comparaison à mes grands-parents moins justes. On sentait que les notions que l'artiste médiéval et la paysanne médiévale, survivante au XIXe siècle, avaient de l'histoire ancienne ou chrétienne, et qui se distinguaient par autant d'inexactitude que de bonhomie, il les tenait non des livres, mais d'une relation à la fois antique et directe, ininterrompue, orale, déformée, méconnaissable et vivante. Vous voyez cette série d'adjectifs un peu contradictoires, négatifs, positifs. Une autre personnalité de Combray que je reconnaissais aussi, virtuelle et prophétisée, dans la sculpture gothique de Saint-André-des-Champs, c'était le jeune Théodore, le garçon de chez Camus. Donc, je vous passe la description, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il va montrer dans cette description assez longue que sur le porche donc de cette église gothique, les personnages, eh bien, ils ont les traits, ils ont les visages, les expressions des habitants de Combray que le narrateur et sa famille fréquentent tous les jours. Et par ailleurs, à travers Françoise, Françoise, c'est un peu le conservatoire de la France profonde. C'est-à-dire que, par exemple, souvent le narrateur la reprend sur sa façon de parler, mais ensuite il se corrige lui-même finalement en disant mais finalement sa façon de parler, sa syntaxe, son vocabulaire, c'est comme ça qu'aurait écrit Madame de Lafayette, ou tel autre auteur du XVIIe siècle. Vous voyez, elle a gardé des tournures archaïques un petit peu, qui sont des faits de langue, qui sont conservateurs en fait d'un état de langue antérieur. Et puis vous avez vu la relation directe et vivante, non livresque, à la fois à l'histoire profane antique, vous avez vu Virgile, et puis à l'histoire à la fois française, Saint-Louis, et puis l'histoire chrétienne. Il y a des passages ensuite sur les saints, etc. Donc en fait, dans ce passage-là, si vous le lisez bien, encore une fois, attentivement, que vous le lisez en entier, là, j'ai fait que donner le début, vous avez cette espèce d'amour et d'intérêt que Proust porte à ce qu'on peut appeler la francité, une sorte d'identité profonde, vous voyez, qu'on trouve dans le peuple des campagnes, qui est vraiment un des sujets de Combray. Combray, c'est vraiment l'amour à la fois des gens, du petit pays de Combray, et aussi des lieux. Donc ceux qui ont lu, c'est un des grands amours de Proust, c'est les églises. Alors il décrit tout le temps les églises, c'est vraiment le. D'ailleurs, il a écrit, ça aussi, c'est quelque chose extérieur à la recherche. Il a écrit plusieurs livres sur l'architecture des églises. Il a même écrit un livre destiné à susciter des vocations de restauration parce qu'il s'inquiétait, vous voyez déjà, juste après la Grande Guerre, il s'inquiétait de l'état des églises de France et du fait qu'elles étaient menacées pour certaines de ruines. Donc, vous voyez, il y avait un attachement charnel au patrimoine, et en particulier au patrimoine religieux, au patrimoine architectural de la France rurale. Et ça, c'est vraiment très puissant dans Combray. Et cette façon aussi de décrire les populations, notamment à travers Françoise, mais aussi d'autres personnages. Voilà, donc ça, je voulais passer un petit moment là-dessus. Et vous verrez, il y a des grands spécialistes de Proust qui ont écrit des thèses, des livres sur la question de la francité chez Proust. C'est pas du tout une vision comme ça de ma part complètement originale. Non, c'est quelque chose qui est très connu. Et alors, je termine, puisqu'on m'indique que c'est un petit peu long peut-être. Je termine avec, mais j'en ai déjà parlé, donc c'est la même chose. Je pense que je ne vais pas revenir sur la citation que j'avais prévu de faire de la Madeleine, mais sur cette question de la dimension un peu philosophique, spirituelle, vous voyez. Bon, vous connaissez le rapport entre Bergson et Proust, peut-être, donc la question de la mémoire et du temps, qui est donc exposée de manière philosophique chez Bergson et qu'on retrouve de manière littéraire un petit peu chez Proust. Vraiment, la recherche du temps perdu, et ça c'est une expérience que tous les lecteurs peuvent faire, c'est la mise en formule très, très claire et très précise d'une expérience intime que chacun peut faire, vous voyez, cette expérience de la réminiscence qui fait que le temps est aboli
que vous pouvez revivre réellement le passé, qu'en fait vous vivez le passé en même temps que le présent, que la distance entre les deux est abolie. Et cette distance n'est pas abolie par la mémoire, au sens où la mémoire serait la mémoire volontaire, vous voyez, que vous allez chercher à évoquer le passé. Non, elle l'est par les sensations, et des sensations fortuites, des sensations accidentelles. Alors la Madeleine est un exemple, vous avez multiples exemples dans le roman, hein, où un rien, hein, le fait de marcher sur un pavé qui est plus bas que l'autre, hein, va donner une sensation de déséquilibre qui a déjà été éprouvée dans le passé. Et à travers cette sensation de déséquilibre, c'est dans le temps retrouvé, vous allez avoir des lieux, des époques, des moments qui vont ressusciter complètement avec leurs odeurs, avec on pourrait dire le son, l'image, vous voyez, tout, qui vont ressusciter. Et ça, c'est l'abolition du temps, ce qui est quand même quelque part un projet esthétique assez extraordinaire. Et on peut dire que Proust parvient vraiment à ça. Voilà, donc je vous invite, au-delà de la question des rapports avec la F, du fait qu'effectivement, il a eu des rapports étroits avec la plupart des grands personnages de la F, et il était un lecteur du quotidien, et qu'il a écrit ce fameux paragraphe que vous connaissez, à aller lire Proust, parce que Proust est un auteur vraiment qui peut nourrir votre patriotisme, c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu rapidement avec le Porche de Saint-André-des-Champs, et aussi tout simplement l'un des 2 ou 3 écrivains majeurs du XXe siècle. Voilà, je vous remercie.